C'était pas prévu que je prenne la parole, donc je vais me contenter d'introduire cette première table ronde qui portera sur l'économie circulaire, donnant un sens à notre avenir. Donc peut-être que certains d'entre vous ne sont pas au fait de ce qu'est l'économie circulaire et c'est une bonne occasion de découvrir ce que c'est. Je laisse du coup la parole à une de mes consoeurs, Anne-Claire Savangeli, qui va animer cette table ronde et qui va introduire les interlocuteurs principaux. Voilà, profitez bien et instruisez-vous, c'est très intéressant. Bonjour. Bonjour Dominique Bourg. Bonjour Yann Jonker. C'est pour nous, étudiants de TBS, un très grand honneur et aussi une très grande chance de vous recevoir à cette table ronde d'économie circulaire donnant du sens à notre avenir dans le cadre des assises estudiantines du développement durable. Assises nationales estudiantines du développement durable. Nous remercions la direction de TBS à travers François Gonvalet, Isabelle Assassi, Gérard Drouet de nous en donner l'occasion. Nous remercions également Michel Farin, Corinne Delpech et Odile Verdure-Labeille de nous avoir guidés et accompagnés pour mettre en œuvre cet événement. Et enfin tous nos intervenants pour nous y avoir préparés. Cette table ronde va se dérouler ainsi. À l'issue de cette introduction, d'abord vos courtes présentations de lignes de pensée respectives sur le contexte dans lequel s'inscrit l'économie circulaire. Puis nous vous questionnerons selon une séquence déclinant concept de l'économie circulaire, conditions de la mutation, mise en œuvre concrète et enfin exemple en prenant contact par vidéoconférence avec Jules et Raphaël de Circular, partis ce mois-ci faire le tour du monde des 100 projets d'économie circulaire. Dominique Bourg, vous êtes philosophe, enseignant, directeur de recherche, multidiplômé, actuellement professeur à l'Université de Lausanne. Vos domaines de recherche sont variés et vont de la pensée écologique à l'économie de fonctionnalité, en passant par le principe de précaution. Vous avez publié une vingtaine d'ouvrages, co-dirigé une collection sur le thème innovation et développement durable, et participé au comité de rédaction ou d'orientation de plusieurs revues. Votre démarche de chercheur ne se limite pas à la théorie puisqu'elle vous amène à participer activement aux orientations prises par notre société. Par exemple, en tant qu'administrateur de CDC Climat, vice-président de la Fondation Nicolas Hulot, du groupe d'études sur l'économie de fonctionnalité en 2008, ou encore en 2007 de la commission du Grenelle français de l'environnement, chargée de promouvoir des modes de développement écologique favorables à l'emploi et à la compétitivité. Mais aussi membre de nombreuses commissions officielles comme la commission Coppens qui a élaboré en 2003 la charte de l'environnement, adossée maintenant à la Constitution française. Comme le faisait remarquer Jean-Claude Lévy en octobre dernier dans le MOOC Économie circulaire et innovation de l'UVET, MOOC dont vous étiez le référent scientifique, vous êtes initiateur de l'économie circulaire en France. En effet, vous avez présidé la chaire d'écologie industrielle de Troyes en 2005 et y avez dirigé le pôle de compétences développement durable. Vous avez créé et dirigé le centre de recherche et d'études interdisciplinaires sur le développement durable, créé des programmes de formation sur le développement durable et l'écologie industrielle, et vous co-dirigez aujourd'hui le comité d'experts de l'Institut de l'économie circulaire. Yann Jonker, après une première vie de photographe, un passage à l'université en 1985, prévu bref initialement, vous a révélé le plaisir de la recherche à laquelle vous êtes consacré entièrement depuis. Vos recherches portent de manière transversale sur la gestion, la RSE et le développement durable, en vue de l'élaboration de concepts organisationnels, de stratégies et de nouveaux business models. Votre objectif est de trouver la façon de permettre et de favoriser une transformation et un changement profond conduisant au développement durable interorganisationnel. Vous avez publié plus de 150 articles et écrit 28 livres, dont un best-seller de l'écologie. Vous êtes devenu, depuis, une des 100 personnalités les plus influentes du développement durable en Hollande. Conférencier et présentateur international de renom, professeur de développement durable organisationnel, directeur de recherche et tout à la fois entrepreneur universitaire et consultant en management. Vous avez piloté le projet de financement participatif OCF 2.0. Vous avez créé un réseau transeuropéen à l'usage des managers de la RSE. Votre envergure a vite dépassé les limites de la Hollande et vous êtes allé enseigner et diriger des recherches dans plusieurs écoles de management à Barcelone, Nottingham, Nancy et Toulouse. Vous avez publié en 2013 l'article « Travailler dans le sens de la Wiconomie », coécrit avec plus de 30 personnes,
puis initie un projet de conception collaborative pour expliquer les éléments constitutifs d'une nouvelle génération de nouveaux business models. Ce projet a abouti à la publication de votre livre, Les nouveaux business models, fin 2014. Cet ouvrage annonce l'émergence de la wiconomie qui englobe deux courants faisant référence au système socio-économique basé sur le partage des ressources matérielles et humaines. L'économie des matières premières et l'économie des services auxquels vient s'intégrer l'économie d'autoproduction et que pourrait booster l'Internet des objets. Pour vous, Yann Yonker, l'économie se réfère à la définition de la Fondation MacArthur en 2013. Il s'agit d'une économie industrielle qui est, à dessein ou par intention, réparatrice et dans laquelle les flux de matière sont de deux types bien séparés. Les nutriments biologiques destinés à réentrer dans la biosphère en toute sécurité et des entrants techniques conçus pour être recyclés en restant à haut niveau de qualité sans entrer dans la biosphère. Dominique Bourg, pour définir l'économie circulaire dans le groupe de l'EZ, vous vous êtes adressé à Jean-Claude Lévy, auteur de l'économie circulaire, urgence écologique, et co-auteur avec Vincent Aurès de l'économie circulaire, un désir ardent des territoires. Je citerai ici la dernière définition qu'il a énoncée lors d'une conférence à Québec. L'économie circulaire est un principe d'organisation, un dispositif intégrateur, un mode de développement économique et social émergent expérimental pour intégrer dans les circuits économiques et politiques les flux de matières organiques, solides, liquides et inorganiques qui transitent par le territoire où nous sommes, qui se fixent et se développent par eux-mêmes ou grâce à nous. Rendre à la culture, rendre à la nature le moins de déchets possible, c'est les 3 R, ça ne suffit pas. Il faut créer un nouveau principe intégrateur, auquel Jean-Claude Lévy m'a demandé de rajouter ceci. Il ne saurait absolument pas y avoir d'économie circulaire sans planification territoriale durable sur des territoires circonscrits et toutefois ouverts. On peut enfin considérer, par résumé très sommaire et imagé, que l'économie circulaire est une colonne vertébrale qui permet aux territoires qui en font l'expérimentation de respirer à la faveur de 2 poumons, d'une part celui de l'énergie et des 3 R, et d'autre part celui de la planification territoriale sous l'autorité des élus. Pour l'un et pour l'autre, Yann Yonker et Dominique Bourg, le terme d'économie circulaire n'a pas la même signification. Pourtant, il me semble que l'économie qui fait l'objet de vos recherches, qu'elle se nomme wiconomie ou économie circulaire, a le même objet. Elle ne se limite pas à la gestion en boucle des flux matières, elle concerne tout un système organisationnel économique, sociétal et environnemental. Dominique Bourg définissait ainsi dans une interview le bien commun, la terre, le climat, la biodiversité, c'est ce qui rend la terre habitable, et Yann Yonker parlait de réinventer l'économie des biens communs dans son discours inaugural à TBS. Mais en fait, pourquoi faudrait-il inventer une nouvelle économie? Ne sommes-nous pas juste dans une de ces crises que le monde traverse régulièrement? Bonjour, moi je voudrais dans un premier temps revenir un petit peu sur le contexte, parce que parler d'économie circulaire sans connaître ce contexte, ça n'a en fait pas grand sens, même si vous allez voir, le contexte, ça n'est pas tout, il y a aussi d'autres choses. Mais il est assez pesant, il est assez lourd. Comme vous le savez, les fondements du développement durable, ça remonte à Stockholm, en juin 72, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et depuis ces 40 ans, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont dégradées. Si on veut faire quelque chose d'efficace, d'intéressant, même si vous allez voir si les paramètres matériels ne sont loin pas les seuls, si on ne tient pas compte de ces paramètres matériels, ça ne sert pas à grand-chose, en fait, d'appeler ça économie circulaire. Alors c'est quoi ces paramètres? C'est un peu dur, c'est un peu sauvage, mais je vais quand même le faire. Et pour le faire, je vais me fonder sur une notion aujourd'hui assez solide, celle qu'on appelle les limites planétaires. En fait, si vous voulez, il y a 9 domaines dans lesquels nous sommes susceptibles de franchir des limites. Et si on les franchit, eh bien on rentre dans une zone relativement dangereuse. Le premier domaine, c'est le climat. Le deuxième, c'est la biodiversité. Le troisième, c'est flux d'azote,
flux de phosphore, ça paraît assez abstrait, vous allez voir, ça peut être très très concret. Ensuite, on a effectivement la couche d'ozone, on a l'acidification des océans, on a l'usage des sols, l'usage de l'eau, on a la pollution, ça n'est qu'un item parmi tout cela. Et puis, on a aussi la question des aérosols. Eh bien, en 2009, il y a une première étude qui paraît sur ces 9 limites. Et à l'issue de cette première étude de 2009, on nous dit que 3 de ces limites avaient été franchies en matière de climat, en matière de biodiversité et en matière, effectivement, de flux d'azote et du phosphore, ce qui renvoie aux activités agricoles. Alors ça veut dire quoi? Je vais être très très rapide. Je vais commencer par la biodiversité parce que c'est assez simple. Suivant un bon indicateur, entre 1970 et 2010, on a fait disparaître la moitié des mammifères, des reptiliens, des amphibiens, des oiseaux et des poissons. Ça fait quand même beaucoup. Maintenant, si je rajoute le climat, jusque vers la fin des années 90, on pensait qu'on allait traverser une crise, comme vous disiez tout à l'heure. Ce n'est pas une crise. Une crise, c'est un moment de rupture. On passe d'une normalité à une autre. Le climat, c'est pas un moment de rupture. C'est un très long tunnel qui va durer des milliers d'années. Si, par exemple, on a 3 degrés d'élévation de la température à la fin de ce siècle, on aura beaucoup de mal à faire mieux. Eh bien, si on a 3 degrés, vous avez encore 2 autres degrés qui sont dans les tuyaux et qui vont mettre à peu près un siècle et demi à se déployer. Ensuite, on va atteindre 5, et ça va durer grosso modo 5000 ans. Donc, si on ne sait pas ça, ça ne sert pas à grand-chose. Petit exemple sur le flux d'azote, eh bien, vous voyez ce qu'on appelle les lacs sentinelles, les lacs en très haute montagne, c'est des lacs purs, ils sont en dehors apparemment de tout flux de pollution. Eh bien, ces lacs sont gavés d'azote. Vous avez des petits micro-organismes qu'on appelle des diatomées qui pullulent, et quand elles meurent, elles laissent une coque imputrescible, et on retrouve ça sans aucun problème dans les sédiments. Ça, c'est qu'un petit aspect des choses. Maintenant, il y a le front des limites qu'on dépasse, puis il y a aussi, si vous voulez, les ressources qu'on utilise. Là aussi, je vais essayer de prendre un petit exemple pour plus sensibiliser. Les économistes nous disent qu'on va produire de l'énergie. Sachez qu'évidemment, les hommes ne produisent pas de l'énergie. Les hommes sont capables de capter de l'énergie, de la transformer et de la transporter. Et comme vous le savez, pour capter, transformer, transporter de l'énergie, eh bien, il faut de l'énergie. Imaginez par exemple que pour manger un yogourt, la cuillère avec laquelle vous le mangez soit aussi au yogourt. C'est à peu près ce qui se passe pour l'énergie. Ben, vous ne finirez jamais le yogourt. Vous commencerez assez rapidement, puis au bout d'un moment, ça va baisser, baisser, baisser. Vous allez en extraire de moins en moins jusqu'à un moment donné où il faudra vous en retirer moins que l'énergie nécessaire à la cuillère. Et là, évidemment, ça n'a aucun sens. Ça peut avoir un sens monétaire, mais ça n'a aucun sens sur le plan énergétique. Donc voilà le monde dans lequel on entre. Alors, il a l'air un peu effrayant, ce monde. Il est par certains côtés. En même temps, il est plein d'opportunités. Et donc, si j'avais un message à passer par rapport à l'économie circulaire, il serait double. Le premier, ça ne sert à rien si on n'a pas ces indicateurs à l'esprit. Qu'est-ce que les démarches qu'on va entreprendre vont améliorer par rapport à ces indicateurs globaux? Est-ce qu'on va contribuer à leur réduction? Et puis deuxième, ça ne suffit pas. Si en même temps ça ne donne pas sens, si en même temps ça ne restaure pas une certaine forme de convivialité, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Donc c'est ces deux objectifs qu'il faut avoir à l'esprit quand on rentre dans l'économie circulaire. C'est un mélange de technique, c'est un mélange de sens, c'est un mélange de convivialité, et donc c'est un mélange d'inventivité. Et là maintenant, c'est à vous de jouer. Moi, c'est un peu tard. Merci. Merci beaucoup, monsieur Dame, merci beaucoup. Mon cher collègue qui vient spécialement un jour de grève de Suisse. Dans le mot économie, dans l'expression économie circulaire, il y a deux mots. Il y a le mot économie, il y a le mot circulaire. Si les conditions telles que Dominique vient de peindre très vite, il faut se réaliser que nous, tels qu'on est ici, on vit dans un monde qui est entièrement économisé. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on ne fait pas, tout ce qu'on achète, tout ce qu'on boit, tout ce qu'on dort, tout est économisé. Chaque acte
est l'objet d'une organisation ou souvent plusieurs organisations. Si on parle d'économie circulaire, il faut se mettre en tête que peut-être qu'on vient d'une autre économie. Et cette économie, on appelle ça l'économie linéaire, l'économie de porteur, l'économie de chaîne de valeur. Et les arguments, les raisons pourquoi aujourd'hui on parle de l'économie circulaire, c'est parce que pendant ces 40 ans derniers, pendant ces 50 ans derniers, tout va bien, nous avons consommé, utilisé des matières premières à une vitesse jamais prévue. Maintenant, la situation est telle qu'il faut presque réinventer l'économie d'une telle manière que tout ce qu'on utilise soit utilisé théoriquement infiniment. Autrement dit, le tâche qu'on a devant nous, c'est de réinventer une économie de demain. Ça mène à 3 sujets importants. Premièrement, ça mène à des sujets d'organisation entre les parties prenantes, entre les organisations, pour ainsi dire. Et on trouve ça très compliqué, parce que toute notre mentalité n'est pas faite pour collaborer. Autrement dit, comme Porter a dit, the competitive advantage, le futur, c'est pas the competitive advantage, mais the collaborative advantage. Ça, c'est numéro 1. Deuxièmement, nos modèles d'entreprise, ou en bon français, nos business models, et plus en particulier le modèle de Business Model Canvas, sont des modèles vraiment du passé, parce qu'elles nous forcent à créer une économie linéaire qui est néfaste. Autrement dit, il faut réinventer nos modèles d'entreprise si nous prenons l'économie circulaire au sérieux. Et le troisième élément, peut-être encore le plus difficile, c'est si on change dans une direction de l'économie circulaire et notre point de départ, c'est une économie linéaire qui est dominante dans tout ce qu'on fait, mais vraiment dans tout ce qu'on fait, ça demande à nous des gros efforts de transition, des gros efforts de changement. Pas simplement vous, pas simplement le changement individuel, pas simplement le changement d'une simple entreprise, parce que ça ne marche pas, mais c'est l'ensemble des entreprises qu'il faut petit à petit inviter, séduire à faire des changements fondamentaux. Voilà les tâches pour au moins les 10 ans à venir, si ce n'est pas toute une vie. Merci beaucoup. Pardon, excusez-moi. Donc, Yann et Dominique, ce que je vous propose ensuite, on a fait une séquence pour essayer de comprendre dans le peu de temps dont on dispose ce qu'est l'économie circulaire. Il s'agit juste d'essayer de poser les bases pour nous donner envie d'aller poursuivre nos recherches ultérieurement. Et pour essayer de comprendre, en fait, l'idée c'est simplement qu'on vous pose des questions à l'intérieur de ces séquences. Donc à chaque fois, le principe c'est que je vous pose une première question. Les questions ne sont pas forcément adressées à l'un ou à l'autre. Vous devez prendre à la volée celle qui vous pouvez répondre aussi les deux à la même question. Sachant qu'on a très peu de temps, donc il faudra aller libre. Voilà. Donc, voilà le concept. Ok, donc premièrement, essayer de définir le concept. Donc avant qu'on se mette à parler beaucoup en France d'économie circulaire il y a 1 an, il y avait l'économie bleue, l'économie verte, c'est la bioéconomie, etc. Pourriez-vous nous donner, selon chacun de vous, quelle est ou quelle pourrait être l'économie du XXIe siècle? Comment vous la nommez et quels en sont pour vous les principes fondamentaux? La question n'est pas simple. Je vais essayer de répondre pour l'économie circulaire. Et surtout, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que même si la définition est très matérielle, voire matérialiste, en fait, elle implique des relations sociales qui sont quand même relativement différentes. On pourrait ramener cette économie circulaire à 4 R. Le premier, c'est réduire.
En fait, c'est réduire le flux de matière et le flux d'énergie qui rentrent dans le système économique. En général, c'est le R qu'on oublie toujours, et on peut comprendre, j'y reviendrai. Deuxième R, c'est réutiliser. Troisième R, c'est refabriquer. Et quatrième R, c'est recycler. Et on va voir que le recycler n'a aucun sens sans le réduire. Je vais donner un simple exemple. Et là, je m'appuie sur les travaux d'un ami qui s'appelle François Cross, qui dit que c'est la française et qui, pendant un sabbatique, a fait un travail assez extraordinaire sur la question du recyclage. C'est le meilleur que je connaisse. Quand on recycle des matières, eh bien, elles ont eu précédemment un certain temps de résidence dans l'économie, entre grosso modo 40 et 60 ans. Donc imaginez qu'on recycle du cuivre, donc imaginez qu'on arrive à recycler 60% du cuivre qui était rentré il y a 60 ans, c'était par exemple 8 millions de tonnes. Et aujourd'hui, on va en consommer 24. Donc avec un taux de croissance entre-temps d'à peu près 3%, c'est ce que ça donne. Eh bien, ce que vous rajoutez, c'est 6 tonnes sur 24. C'est peanuts. Si vous voulez que le recyclage ait un sens, si vous voulez effectivement que le recyclage fasse une boucle et qu'on n'augmente pas la quantité de matière qu'on va extraire de la biosphère, parce que si vous continuez à extraire de plus en plus de matière, c'est de l'énergie, c'est toutes les perturbations, c'est tous les franchissements de limites dont je parlais tout à l'heure. Je ne l'ai pas dit, mais en 2009 c'était 3, et en 2015, nouvelle étude avec la même équipe un peu rénovée, c'est déjà 4 limites sur 9. Et dans 10 ans, ça sera 5, 6, les unes après les autres. Il y en a peut-être déjà qui sont franchis, on n'arrive pas à avoir des indicateurs exacts pour chacune de ces limites, même sur les traits prudents, si on imagine les autres. Donc en fait, voilà, la difficulté, c'est réduire. Mais si on regarde bien, le réduire et les autres R, si on veut vraiment les mettre en œuvre, eh bien ça renvoie tout à fait à ce qu'Aliane a dit tout à l'heure. C'est-à-dire sans coopération, sans aussi changement de valeur, vous n'y arrivez pas. Si vous prenez le réduire de façon frontale, ça vous donne la Grèce aujourd'hui, et les Grecs, ils n'ont pas envie de réduire. Et on serait à leur place, on n'aurait pas non plus envie de réduire. Donc c'est tout ça la difficulté. Si on veut réussir sur le plan matériel, il faut qu'on change et qu'on réussisse sur le plan social et sur le plan du business model. C'est pour ça que c'est peut-être important quand on a dit 4 R. Les premières fois étaient inventées en 1994 et tu as rajouté le 4e, de prolonger un peu cette étape avec 3 autres R. Autrement dit, une économie circulaire demande avant tout de réinventer beaucoup de pratiques organisationnelles qu'on a aujourd'hui. Beaucoup de choses qu'on trouve normales, il faut le revoir. On va chercher un paire de jeans à l'autre bout du monde et que cette paire de jeans voyage dans les 80 000 km, on le trouve normal, il faut le réinventer. Et ça ne marche pas comme ça. Et on fait ça avec des carottes, des cochons, des chaussures et plein d'autres choses. Ça, c'est numéro 1, réinventer. Le deuxième chose, c'est qu'il faut re-socialiser. Et je veux dire par cela que l'entreprise, ce n'est pas un engin pour gagner de l'argent, mais c'est une activité qui crée de la valeur, pas simplement pour l'entreprise, mais aussi pour la société autour de cette entreprise. Et souvent, dans les business models actuels, on a complètement oublié comment faire ça. Troisième chose, automatiquement, il faut reconnecter les activités de l'entreprise avec son environnement sociétal et économique. On fait comme si l'entreprise ne peut pas être comme il peut être tout seul au monde. Et ça veut dire qu'au cœur de ce débat, l'économie circulaire nous demande de reviser la création de valeur en commun. Parce que sans cette valeur en commun, on garde une économie classique. Et ça nous mène finalement à rien. Merci. Merci. Alors je ne sais pas, au niveau du timekeeper, je pense qu'on a 2 petites questions possibles. Si il y a des personnes qui ont des questions sur le concept de l'économie circulaire.
dans cette direction. Mais au-delà de ça, il faut un petit peu coupler la notion de business model avec le marketing aussi. Et du coup, toute la notion de valeur dont vous parlez, enfin ce changement de valeur, pour moi il est couplé au marketing, qui se base uniquement sur le désir des gens. Et si on veut aller dans une optique de réduction, il faut peut-être redéfinir la notion de besoin en amont. Permettez-moi, mais pouvez-vous rephraser votre question parce qu'il est trop compliqué pour moi. L'idée, ce que je comprends, c'est peut-être plus effectivement de s'attaquer encore en amont aux besoins qu'on peut avoir de consommation. En fait. Oui, c'est le nerf de la guerre, votre question. Hein. Si j'ai bien compris, en fait, la difficulté, c'est que l'économie linéaire, elle correspond au type de désir qu'on trouve aujourd'hui et tel qu'il s'exprime sur les marchés. Et donc, en fait, il faudrait arriver à faire évoluer les besoins, les désirs. On l'a fait, dans un certain sens. On a suscité un certain nombre de besoins. Si la publicité existe, c'est parce que la compulsion d'achat n'est pas spontanée. Il faut la créer, il faut la mettre en forme. Eh bien, c'est un peu un chemin en partie inverse qu'il faudrait faire. Hein, c'est-à-dire effectivement, alors c'est beaucoup plus facile à dire, cela dit qu'à faire. Mais au moins une chose est possible, c'est de s'appuyer sur les parties de la société, et il y a de petites parties de la société qui sont déjà sorties d'un certain modèle consumériste. On va peut-être les mettre en valeur, faire savoir leur expérience, ça pourrait peut-être faire naître d'autres désirs, hein, de l'imitation, ça peut marcher dans des sens différents. Mais cela dit, c'est vraiment le nerf de la guerre. Alors éventuellement, on peut avoir toute petite question et toute petite réponse. On a 2 minutes pour la question plus la réponse. Donc, lorsqu'on sait que la moitié des pays du monde sont amenés à devenir pays émergents dans les années qui viennent, notamment on pense à beaucoup de pays en Afrique, en Asie, qui ont aussi un développement démographique qui est énorme, comment est-ce que nous, pays occidentaux, qui avons connu notre croissance au XIXe siècle en polluant un maximum, on peut arriver à leur faire comprendre qu'aujourd'hui, il faudrait qu'ils adoptent un modèle de croissance plus durable? On va passer à la Il première. n'y a pas de joker. En fait. C'est une vraie question. D'abord, merci beaucoup pour la question parce que c'est une question très intelligente. Parce que bon, très honnêtement, ces derniers 40-50 ans, c'est nous, pour ainsi dire, qui ont consommé toutes ces ressources si précieuses. Et il y a une logique que dans d'autres parties du monde, ce développement commence à se mettre en marche. Je pense, on n'a pas le temps de répondre à fond, mais au moins, le grand erreur qu'on peut pas, qu'il ne faut pas faire, c'est qu'on va transporter notre savoir-faire dans des pays autres que le nôtre. Parce qu'on recommence les mêmes erreurs, et je pense que des pays peuvent savoir faire des sauts d'innovation. Ils doivent, pour ainsi dire, couper 50 ans de notre développement pour arriver à un autre niveau. La question que ça mène est, est-ce que nous sommes les sauveteurs du monde, ou est-ce qu'il faut qu'on reste chez nous, résoudre nos propres problèmes, et est-ce qu'on ne doit pas recréer une économie fondamentalement différente dans d'autres bouts du monde? Je dois arrêter, mais votre question est très intelligente. Écris un bouquin là-dessus. Alors, on va passer donc au concept suivant. La mutation vers une économie circulaire, vers une économie basée sur les principes d'économie circulaire, ou comment changer notre système vers l'économie circulaire. J'avais prévu une petite synthèse sur les lois des différents pays actuellement existantes, mais je vais vous épargner ça parce qu'on n'a pas le temps. J'arrive direct, donc simplement pour vous dire qu'il existe dans le monde 4 pays dans lesquels il y a des lois sur l'économie circulaire qui sont plus en train d'avancer. En France aussi? En France, c'est pas une loi sur l'économie circulaire, c'est un article de loi. Voilà. Donc, les 4 autres pays sont la Chine, le Japon, les Pays-Bas et l'Allemagne.
Voilà, donc ma question est la suivante. Comment en France pourrions-nous opérer la mutation vers cette économie? Quels sont les leviers et les freins pour initier l'économie circulaire en France? Vous pouvez juste évoquer la réponse. Non, mais on me donne toutes les questions difficiles ici. La question qui est fondamentalement à la base, est-ce qu'une économie circulaire se développe parce qu'il y a des lois dans certains pays? Autrement dit, quel est le rôle des institutions, dans le sens large du terme, pour faire un changement sociétal? C'est ça la question. Je suis de ceux qui sont très critiques sur tout ce qui est loi. Autrement dit, la loi facilite les choses, mais ne fait pas le travail. C'est exactement ça que j'essaie de dire. Autrement dit, puisqu'on vit dans un monde, une société qui est entièrement économisée à travers les organisations, c'est au sein des organisations qu'il faut faire la transformation dite l'économie circulaire, et c'est à peine les lois ou les cadres ou les références qui vont aider à ça. Autrement dit, leur comportement, leur effectif, c'est ça, leur effectif est très limité. Ça ne veut pas dire que la loi ne peut pas faire du bon travail. Et je le trouve très triste qu'en France, un grand pays avec beaucoup de pouvoir et beaucoup de possibilités, vous avez malheureusement un gouvernement qui doit grosso modo encore découvrir l'économie circulaire. Je vais simplement rajouter deux choses. Dans certains cas, la loi peut avoir un rôle extrêmement important. Si vous regardez aujourd'hui, pas que la France, dans le monde entier, les subventions directes ou indirectes aux fossiles, c'est au moins 150 millions de dollars par an, alors qu'on a la peine à chercher 100 millions de dollars par an pour aider les pays émergents et en moins avancés à faire face au changement climatique. Donc, il y a un certain nombre de règles, notamment de règles fiscales sur les flux de matière qui pourraient quand même accélérer le changement. Je dirais qu'à la fois, pour ma part, il y aurait des leviers fiscaux qui peuvent être des leviers importants. Par exemple, un petit groupe d'industriels, la Fondation 2019, a imaginé une TVA circulaire. C'est-à-dire, en fait, quand un industriel fait un effort dans le sens environnemental, ses biens sont plus chers, on pourrait rééquilibrer les choses avec la fiscalité, de telle sorte qu'on mettrait artificiellement sur le même plan en termes de concurrence en matière de prix, des modèles classiques et des modèles plus innovants. Mais en même temps, je dirais qu'il faudrait ouvrir un statut parfois dérogatoire d'expérimentateur écolo. Ça peut être un industriel, ça peut être un collectif d'individus, ça peut être quelques paysans qui vont eux-mêmes acheter une presse à colza, faire une station de méthanisation, etc. Il faut à la fois avoir quelques leviers assez simples qui orientent dans le bon sens et en même temps redonner du goût. Il faut faire deux choses contradictoires à la fois. Et renforçons un instant là ce que Dominique vient de dire. Il y a une grande différence entre les lois dans un pays et la fiscalisation de l'autre côté. Autrement dit, il y a quelque chose qu'on appelle la fiscalité verte, mais si on ose développer une fiscalité qui favorise l'économie circulaire, beaucoup d'entreprises vont presque automatiquement suivre ce chemin. Trop longtemps, on a essayé de développer la fiscalité verte, mais je pense que là, il faut vraiment faire un bon État, et c'est l'État qui va nous, j'espère, opposer. On a combien de temps, Laura ? On a deux questions. Est-ce qu'il y a deux personnes qui ont des questions sur comment arriver à l'économie circulaire en France? Bonjour, vous avez évoqué, Albert a évoqué en introduction l'Internet des objets. J'aurais voulu savoir comment vous imaginez le rôle de l'Internet des objets dans les nouveaux business models. Question brillante. Je pense qu'on vit dans un temps où on a dépassé un certain seuil en ce qui concerne les connexions digitales et autres. Pour la vitesse, je nomme tout. Et c'est surtout ces derniers 2-3 ans que ça se voit, et ça veut dire qu'on est rentré dans une époque où on peut connecter, tout avec connecté, qui peut parler tout entre eux. Cet événement-là
nous donne la possibilité de réinventer beaucoup de processus de production, beaucoup de processus de recyclage, beaucoup d'utilisation actuelle, parce qu'on peut le digitaliser. Au lieu de le monétariser, on peut le digitaliser. On a à peine découvert ce que ça veut dire. C'est-à-dire, on peut développer sans aucun problème une voiture qui parle avec l'assurance et avec le garagiste pour qu'il doit être réparé. Cet développement nous mène à des modèles d'entreprise qu'on ne connaît pas encore, mais quand je vois autour de moi la vitesse avec laquelle on peut développer ça, c'est incroyable et c'est ça, entre autres, qui nous mène à une économie du futur, une économie qui peut relier la matière avec le côté sociétal. Soyez bien venus. Petit complément. On a un accès aux données qu'on n'a jamais eu dans toute l'histoire humaine. Par exemple, pour augmenter la durée de certaines pièces, la durée de certains objets, on a aujourd'hui des moyens techniques qui sont absolument extraordinaires. On les utilise pas du tout pour ça. Merci. Est-ce que... Donc, il y a une autre petite question. Laure, il y a quelqu'un qui a une question. Vous appelez le covoiturage dans... Vous m'entendez? Il faut parler dans le micro. Je pense que vous appelez le covoiturage dans la logique de l'économie circulaire, puisqu'on se sert d'un bien de plusieurs personnes. Est-ce que vous pensez par exemple que les entreprises pourraient, par exemple, dans le cadre d'une économie circulaire, partager leurs moyens de production pour réduire les coûts et les conséquences sur l'environnement? Et ainsi, est-ce qu'il ne faudrait pas définir un nouveau type de propriété pour les entreprises? Premièrement, je pense que c'est maintenant que les entreprises commencent à découvrir quelque chose qu'on appelle asset sharing, c'est partager les biens, pas parce qu'on covoiture, parce que là c'est que le début d'un début, mais parce que 3 ou 5 ou 10 entreprises décident comment partager des moyens. Et les moyens, c'est pas simplement les voitures, ça peut être les bureaux, ça peut être la chaleur, ça peut être la mobilité, ça peut être la connaissance. Autrement dit, le sharing economy, c'est beaucoup plus vaste que partager les voitures. Voilà. C'est une réponse à ta question? Oui, mais moi je suis dépassé les voitures pour partager la chaleur. D'accord. La communication ne tourne pas très bien avec les questions de son là. C'était un peu le projet autrefois, ce qu'on appelle l'écologie industrielle, mais on peut l'étendre beaucoup, et dans cet esprit, effectivement, du sharing, c'est important. Allez. Oui, bonjour. Entreprise Bralé dans le traitement des déchets et également en tant que représentant de FEDEREX, c'est le syndicat des entreprises de la récupération. C'était pour appuyer ce que vous disiez tout à l'heure sur la fiscalisation, parce que nous, on le constate au quotidien, quand on récupère du bois, des déchets de bois, il y en a une partie qui va refaire des panneaux de particules, une partie qu'on vend au boulanger de la ville du village, qui fait cuire son pain avec, quand il n'a pas été traité, bien sûr. Quand on a des déchets agroalimentaires, des fois on les revend pour des gens qui font manger des cochons, si vous voulez, avec un petit traitement entre-temps. Mais alors quand on vend du plastique, on le trie, on le met en balle et il part en Chine. Quand on retrie du carton, on le trie, on le met en balle, il part en Espagne. Parce que les entreprises françaises, déjà il y en a de l'industrie, il y en a de moins en moins, il faut le dire. Et puis en plus, ils n'ont pas les aides nécessaires, ça leur coûte plus cher de mettre de la matière recyclée dans leur process que de mettre de la matière qui arrive directement produite à partir d'hydrocarbures. C'était pour, dans un monde concurrentiel où c'est difficile d'exister, les entreprises ont forcément tendance à aller vers ce qui est le moins cher. Et je pense aussi que s'il n'y a pas une fiscalisation ou quelque chose qui aide à ce process, on n'y arrivera jamais. C'est-à-dire,
je donne la parole à mon collègue, il y a d'un côté la fiscalisation, mais il ne faut pas rêver, ça c'est clair. De l'autre côté, un moyen de réfléchir là-dessus, c'est de voir si, au lieu d'envoyer des cartons en Espagne, on peut rajouter de la valeur locale. Autrement dit, on peut vendre les déchets, mais on peut aussi les granuler et tourner les granulés en chaleur et vendre la chaleur. Je comprends. En comparaison, les entreprises, elles sont comme les loups, elles sont opportunistes. Si vous mettez devant un loup de belles brebis concentrées, il ne va pas aller chasser les rongeurs, il va se manger les brebis. Donc on a besoin effectivement de temps en temps d'intervention d'un tiers. Mais il y a une espèce de discours stupide qui consiste à dire que l'intervention d'État est toujours négative. Non, dans des cas comme ça, elle peut vraiment permettre ensuite, après, d'ouvrir des opportunités. C'est dommage qu'on ait fait ça. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention qui a encore remonté les débats. Très rapidement, on va passer sur une petite définition plus concrète et concrètement, qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire avant de se connecter avec Jules et Raphaël. Avec qui on a rendez-vous dans 3 minutes. Ouais, à peu près 3 minutes. Donc voilà, ma question est concrètement pour vous, qu'est-ce qu'est un projet d'économie circulaire ou plus précisément, quelles en sont les caractéristiques concrètes? Un projet de l'économie circulaire, c'est quand un nombre de parties prenantes créent ensemble un système économique avec des boucles fermées. Autrement dit, le déchet de l'un, c'est de la valeur de l'autre, mais ensemble, ils sont en train de créer de la valeur, et ça pourrait même qu'il y ait des parties prenantes que eux-mêmes, ils ne gagnent pas de l'argent, mais puisqu'ils partagent dans le système de création de valeur, à la fin du compte, ils ont un modèle économique, écologique et sociétal. Créer un tel système, design un tel système, de manière économiquement viable, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Et on a appris beaucoup de mauvaises pratiques parce qu'on envoie le carton en Espagne, on envoie les chiffres en Belgique, on envoie les déchets à je sais pas quoi, et après ça, granulé, on va le remporter et le payer 6 ou 8 ou 10 fois plus cher. Autrement dit, c'est dans notre tête qu'il faut redessiner comment faire de préférence régionalement, localement ou même en quartier des designs. Quand je regarde autour de moi, on vit en Europe, c'est un endroit fantastique et on voit en ce moment des quartiers de villes qui deviennent des laboratoires vivants de l'économie circulaire. On voit des régions où les parties prenantes vraiment essayent de dessiner mais ils n'ont pas de réponses alors qu'ils ont un peu peur. Autrement dit, on voit partout des gens qui font des grands efforts et ils dépendent de vous en tant que conseiller, en tant que futur gens d'entreprise pour apprendre comment dessiner des systèmes comme ça parce qu'il y a aussi dans la région de Midi-Pyrénées un grand manque de connaissances et une grande volonté de faire quelque chose. Il n'y a pas un modèle d'économie circulaire, il y en a probablement beaucoup, et plein avec ces deux paramètres dont je parlais tout à l'heure, celui des flux, matière et énergie, et celui du social. Je vais simplement donner un exemple qui va avoir lieu à la rentrée, mais ça fait déjà 1 an et demi qu'on prépare. Le groupe 7 que vous connaissez tous va ouvrir une expérience grandeur nature dans une ville française, Dijon pour tout dire, d'économie de fonctionnalité par le groupe pour un certain nombre d'objets qui ne seront plus mis à la vente, mais qui seront offerts à la location. Le groupe s'est aperçu qu'avec le tassement des niveaux de vie en Europe, il y a un certain nombre d'objets ménagers qui ne se vendaient plus. Dans les très grandes villes, il y a comme ici, j'imagine, il y a des problèmes d'encombrement, etc. On va voir si cette expérience marche. Mais alors vraiment, elle a été très étudiée à l'amont. Tout ce qui est nettoyage va être confié à l'envie. Donc là, on est aussi du côté de l'économie sociale et solidaire. L'entreprise qui a fait l'emballage s'est soumise à des contraintes très très fortes. Et j'espère que cette expérience va marcher. Et si elle marche, elle pourrait être étendue. Là, on est vraiment dans le partage, on est dans l'innovation, on est dans un nouveau business model que j'espère sera prometteur. Merci. Je pense qu'on peut prendre une question sur ce point-là et qui sera la dernière question. Ah non, peut-être 2 questions. 2 questions. Parce
Après, sur Circular, on ne pourrait pas leur poser de questions pour des détails techniques. Donc, c'est 2 dernières questions possibles pour cette table ronde. Moi, j'ai fait une question très courte. Vous pensez que ça doit venir plutôt du privé ou du public? Très honnêtement, réponse très courte. Ça doit venir du privé et du citoyen. Parce que la caractéristique de ce temps, c'est qu'on voit émerger, apparaître dans la société, le citoyen entrepreneur, qui est en train de créer son propre électricité, qui est en train de créer son propre entreprise de covoiturage, qui est en train de participer dans le riche qui dit oui, et ainsi de suite. Autrement dit, c'est le privé, ensemble avec le citoyen, qui vont faire la différence. Et espérons vivement que les institutions ne vont pas leur bloquer. Je vais être un peu plus optimiste, ça m'arrive rarement, mais là je vais l'être. Quand je dirais les deux. Les deux parce que le cap à franchir est tellement énorme que si aussi les autorités publiques, comme on l'a évoqué toujours avec la fiscalité, etc., ne sont pas un peu intelligentes et n'essayent pas de favoriser tout ce qui peut être innovant dans la société, bah évidemment c'est plus lent et c'est plus difficile. Donc, est-ce qu'il y a une deuxième question? Il peut même être un peu long, il n'y a pas de problème. Oui, j'ai une question sur votre droite. À l'opposé, complètement. Ma question, en fait, c'est par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez dit d'un côté qu'il fallait mutualiser les outils de production. Si on prend l'exemple du recyclage du papier ou du carton, est-ce que c'est compliqué dans une économie circulaire, dans une réflexion globale, de recycler le carton si c'est à côté de Barcelone? Est-ce qu'il y a une distance loin? Et du coup, quel est le périmètre en fait, par l'économie circulaire? Parce qu'à un moment donné, on peut se poser la question du périmètre. Il y a des biens qui peuvent circuler, qui vont être beaucoup moins émetteurs à être circulés sur des longues distances, avec des moyens de circulation si on prend du train. Avec des wagons entiers de carton entre Toulouse et Barcelone, c'est pas très émetteur que prendre un camion qui va l'amener à Bordeaux, alors qu'en distance, on est beaucoup moins loin. Donc, il y a aussi la question du périmètre, de l'outillage qui va permettre le périmètre. Et justement, c'est quoi le périmètre pour vous? Comme Dominique a dit, là on fait comme s'il y a une seule économie circulaire et s'il y a un seul modèle. Si on dit ça un peu plus nuancé, bien entendu, on a différents modèles avec différentes échelles. Moi je préfère le mot échelle, mais périmètre c'est le même mot. Il faut chaque fois se demander à quel niveau on peut développer un projet. Par exemple, si on veut faire une coopération énergétique à base de différentes méthodes d'autogestion d'électricité, on ne peut pas le faire à 3, on ne peut pas le faire à 30, il faut 250, 350, 450 foyers. Ensuite, la question se pose, est-ce qu'on peut le faire dans le quartier? Mais si on habite en campagne, c'est une question qui ne fonctionne pas. Autrement dit, tout ce que j'essaie de dire, chaque fois, c'est du fait sur mesure, dans lesquels on prend des principes comme réduire les distances, réduire les différentes boucles dans l'échelle, réduire toutes sortes de choses pour designer la conception. Autrement dit, il y a plusieurs réponses sur votre question et on est tous les deux d'accord. Il ne faut pas essayer de transporter les choses comme les cochons hollandais en Espagne. Juste un petit complément, il serait très étonnant qu'il n'y ait pas des camions pour ramasser, que ça parte à Barcelone ou à Bordeaux, et puis ensuite des camions pour réacheminer. Donc je dirais qu'effectivement c'est un peu du cousu humain, c'est au coup par coup. Mais il faudrait éviter 2 fantasmes. Le fantasme, ça serait d'une relocalisation absolue de la vie économique, ça n'a pas de sens. Le commerce a toujours existé et c'est aussi une bonne chose. Là, on a fait de l'absolu dans le sens inverse. Simplement, il faut pas réabsolutiser, mais faire un peu un chemin arrière, parce que là, c'en est devenu absurde aujourd'hui. Mais évidemment, il ne faut pas que ça devienne aussi rigide que la volonté de faire pour chaque objet 3 ou 4 fois le tour de la planète. C'est à chaque fois au cas par cas qu'il faut voir ça. Quelle est la chose la plus intéressante? Alors, il y a les flux de matière, il y a les dépenses d'énergie, puis il y aura aussi d'autres aspects, les aspects sociaux. Il faut faire une espèce de mélange de tout ça, et qui va varier pour chaque domaine, et chaque type d'activité, et dans une situation particulière. Merci. Donc, pour parler du dernier thème de notre
projet de l'économie circulaire. Nous allons maintenant échanger en direct avec Jules et Raphaël. Thierry. Voilà. Donc, échanger en direct avec Jules et Raphaël. Deux jeunes, l'un issu de TBS et l'autre de Sciences Po, qui après quelques années dans la vie professionnelle, ont décidé de créer l'association Circula et d'entreprendre en mars dernier, un tour du monde à travers 22 pays pendant 17 mois avec 3 objectifs: l'identification des acteurs de l'économie circulaire à travers le monde, la mise en réseau de ces acteurs et la sensibilisation du grand public à ces thématiques en recensant 100 initiatives d'économie circulaire. Jules et Raphaël, bonjour. Bonjour. Vous nous entendez, c'est super. Pouvez-vous nous raconter un peu votre projet? Alors, je vais passer les slides. Si éventuellement vous nous donnez des indications pour pouvoir passer les slides, ça peut être pas mal. Alors, du coup, je ne vois pas la présentation en direct, mais si on peut aller sur le... Ah, c'est bon, parfait. Bon. Donc, bonjour à tous. Donc, nous allons réaliser le premier tour du monde de l'économie circulaire. Donc, si on peut passer à la prochaine slide. Souvent, les gens nous demandent comment on a commencé ce projet. Donc, en fait, avec Raphaël, j'avais fait TBS, j'ai commencé à travailler chez Airbus à Toulouse, puis j'étais parti au Mexique, du sourcing. Et donc, j'ai rencontré Raphaël chez Airbus au Mexique, qui s'occupait du marketing. Et on avait tous les deux un peu une envie de changer, d'entreprendre quelque chose de différent. Alors, on a commencé à parler de différents sujets qui nous intéressaient, notamment sur le développement durable. Et on a abordé le thème des déchets, qui était à la fois un problème pour les collectivités, mais aussi des potentielles ressources. Donc notre première idée, c'était un peu aller voir dans les pays en développement comment ils utilisaient les ressources comme matière première, donc la valorisation des déchets. On a eu plusieurs appels, notamment un avec l'Institut de l'économie circulaire, qui est un peu un promoteur de l'économie circulaire en France, qui a été créé en 2013, et qui nous dit voilà, le projet est intéressant, mais pourquoi se focaliser sur les déchets, pas prendre un peu le sujet un peu plus en amont, et donc un peu plus global avec l'économie circulaire. Donc c'est quelque chose qui nous a paru vraiment très intéressant. Donc pas uniquement se focaliser sur tiens c'est un déchet, qu'est-ce que j'en fais, mais comment je fais en sorte que ça ne devienne jamais un déchet. Donc c'est là où on est passé sur la création de l'association circulaire. Si on peut aller sur le prochain slide. Je vais laisser Raphaël enchaîner. Super. Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc comme Jules me l'a dit précédemment, on était tous les deux à Airbus. On a quitté notre emploi en août dernier, on est rentré en France en septembre. On a créé l'association de loi 1901 circulaire, dont l'objet est de promouvoir la transition de l'économie linéaire à l'économie circulaire. Et concrètement, on est parti en mars. Le kick-off de l'événement a eu lieu au Resource Event, qui est un événement européen autour de l'économie circulaire. On a pu présenter notre projet à l'étranger. Et donc on est parti le 3 mars. On va partir pendant 17 mois dans 22 pays. Et l'idée, c'est de rencontrer 5 initiatives par pays liées à l'économie circulaire, ce qui nous fera un total de plus de 100 initiatives rencontrées à la fin de ce projet. Prochain slide. S'il vous plaît. Une idée globale des pays que l'on va visiter. On a sélectionné ces pays sur 3 filtres. Pays développés et pays émergents pour voir les différences de dynamique. Région du monde, vous voulez vraiment voir ce qui se passe dans chaque région et chaque continent, donc Europe, Afrique, Middle East, Asie, Amérique du Sud et Amérique du Nord. Et finalement, stabilité politique et dynamisme économique pour que puisse se développer des projets d'économie circulaire. Parce que dans certains pays, l'économie circulaire, c'est pas encore une priorité, il y a d'autres priorités. Donc là, on arrive aux objectifs. Donc en fait, depuis le Mexique, on a commencé un peu à interviewer des acteurs de l'économie circulaire. Et le premier point qu'on a remarqué, c'est que personne ne savait trop ce qui se faisait dans les pays émergents en termes d'économie circulaire. Tout simplement parce qu'il y a des projets qui existent, mais qui ne se déclarent pas comme faisant de l'économie circulaire, parce qu'ils le font uniquement pour conserver la ressource. Donc c'est un peu le premier objectif, c'est voilà comment on peut avoir de la valeur ajoutée en allant dans ces pays en découvrant des projets d'économie circulaire. On a fait un peu l'échantillon de Mexique. On s'est rendu compte qu'en rentrant dans les réseaux locaux, avec une présence locale, on va avoir un entrepreneur, on lui demande ce qu'il fait, c'est intéressant, et puis il nous redirige vers d'autres entrepreneurs. Donc notre premier objectif, c'est l'identification des acteurs de l'économie circulaire à travers le monde. Comme disait Raphaël, ce sera 5 projets par pays, 1 à 2 qu'on identifie en amont, et le reste, justement, on se donne de découvrir sur place. Une fois qu'on a identifié ces projets, le deuxième objectif, c'est les connecter. Pourquoi les connecter? Pour qu'ils puissent éventuellement échanger leurs meilleures pratiques entre eux. Donc ça, on va le faire de 2 façons, soit de manière directe, en envoyant un email. En fait, pour chaque projet qu'on identifie et qu'on rencontre, on essaie d'identifier ses challenges
Donc quand ils ont des challenges communs, quand un projet peut répondre au challenge de l'autre, on les met en relation. Et on a aussi des plateformes chez certains partenaires, comme l'économie circulaire par exemple, qui nous permettent on propose à ces projets de se mettre sur ces plateformes pour pouvoir échanger de manière plus durable. On a un dernier objectif qui est la sensibilisation du grand public. En fait, le consommateur a donc son rôle à jouer dans cette nouvelle économie, soit dans sa perception, dans son mode de consommation. Donc le but, c'est de sensibiliser au maximum le consommateur à l'économie circulaire. Alors comment on va faire ça? On fait ça déjà par les réseaux sociaux. Je vous invite à nous rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube. On a ensuite des relations presse. On a une agence de presse, Mathilde Co à Paris, qui s'occupe de notre relation avec la presse française. Et enfin, on a notre site internet, donc circule-r.com, où on peut aussi retrouver tout notre contenu. Et notre contenu, justement, en fait, pour chaque pays, on fait un reportage vidéo sur l'économie circulaire, ce qui se passe dans le pays. Donc un peu pour faire un zoom sur 1 à 2 initiatives. Pareil, on rédige 1 à 2 articles par pays. Et enfin, ça c'est une approche un peu différente. On va dans chaque pays, dans une université, pour donner une conférence sur l'économie circulaire. Donc on avait donné la première à La Rochelle, à l'université de La Rochelle, puis une à la London School of Economics à Londres. Donc on continue comme ça dans chaque pays. On avait donné une notamment à la Radboud Université de Jan Jonker en Hollande. On essaye de faire ça notamment avec les universités partenaires de TBS. Et le but c'est un peu lever le débat sur l'économie circulaire avec les étudiants. Donc il y a toute cette partie étudiante aussi. Dernière slide, prochaine slide s'il vous plaît. Alors, c'est bientôt fini. Ouais, il vous reste très peu de temps. Mais ce qui est bien, c'est que vous répondez à toutes les questions que j'avais prévu de vous poser, donc il n'y aura pas les questions après. Alors il y a 17 mois de projets qui ont lieu sur le terrain, donc à la rencontre des entrepreneurs et des entreprises qui font de l'économie circulaire. On rentrera en août 2016 et l'idée c'est d'avoir quand même 6 mois de post-projet pour faire tout d'abord des conférences. On va partager un petit peu les connaissances qu'on a acquises, on va présenter les modèles innovants dans les pays émergents qu'on a rencontrés pendant ces événements. Une exposition qu'on va faire photo autour de l'économie circulaire, toujours dans l'optique de sensibilisation du grand public à l'économie circulaire. Des ateliers au sein de nos entreprises partenaires pour voir comment les entreprises peuvent avoir un business model de plus en plus circulaire sur la base des projets qu'on aura rencontrés. Et finalement, nous, l'objectif final de ce projet, c'est de créer une entreprise entre guillemets circulaire, donc qui agit pour la promotion de l'économie circulaire. Et dernière slide. Et donc là, c'est la dernière question que tout le monde doit se poser, c'est comment on finance notre projet, donc comment on part 17 mois à la découverte de projet. Voilà nos partenaires qui nous permettent de réaliser Circulaire. Étant donné qu'on est une association donc financée par ces partenaires. Merci beaucoup Jules et Raphaël. Il est 14h59. On a 1 minute pour conclure, on va faire très vite. Pour poursuivre le déroulement de cette journée des annales avec notamment les autres tables rondes qui vont démarrer dans 1 minute, et puis à 13h, nous devons clore. Merci. Je peux avoir une petite... Bon, vu d'ici, moi je ne sais pas pourquoi vous riez, mais c'est pas grave. Je continue. Donc je voulais juste simplement, pour conclure, poser une question à Dominique Beau et la même question à Dominique Beau et à Jan Jonker. On peut avoir une toute petite minute de silence, toute petite, c'est fini. À savoir, j'aimerais vous demander à chacun, pour conclure, de nous dire en 1 ou 2 mots, vraiment 1 ou 2, une action qu'il vous paraîtrait utile de faire dès aujourd'hui pour entrer dans l'ère de l'économie circulaire, si tant est qu'on n'y est pas déjà entré. Faites comme les 2 garçons, partez de la salle, faites votre propre projet. Ça ne sera pas une action, mais c'est précisément ce dont on vient d'établir la preuve. Soyez curieux. Merci beaucoup, Enrico, merci Jan Jonker et bon après-midi.